Combien de films peuvent se vanter d'être acceptés, vénérés, adulés dans le monde entier, regardés en version française absolue et anglaise qui se passe de génération en génération comme une offrande de plaisir cinématographique de parents à enfants, un bonbon doux et sucré, une œuvre mondiale, un plaisir donc absolu et dont les quelques légères notes de musique nous plongent directement et instantanément dans ce monde. Et pourtant, Rome ne s'est pas construit en un jour. Et avant d'arriver au film tel qu'on le connaît, de nombreux changements vont être faits. Tu me prêtes ta voiture et t'es pas fichu de me dire qu'elle a un angle mort. Non mais tu sais que j'aurais pu y rester, moi. Allons, Biff, tu sais... Repartons donc en DeLorean vers le passé et commençons en 1975, lorsque Bob Gale et Robert Zemeckis, alors camarades de l'école de cinéma de l'Université de Californie du Sud, décident d'écrire une histoire pour un film sur les remontées dans le temps. L'idée de base est qu'en allant dans le passé, un homme puisse changer le futur, et un seul titre pour l'instant, le professeur Brown visite le futur. À partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Les deux hommes rencontrent Steven Spielberg et vont écrire pour lui deux petites comédies. Ils sont Leurs protégés, Crazy Day et La grosse magouille. C'est en regardant un livre sur la promotion de l'époque du lycée de son père que Gale se demande ce qu'aurait pu être sa vie si son père n'avait pas rencontré sa mère. Bon, récapitulons. Selon ma théorie, ton intervention a empêché tes parents de se rencontrer. Et s'ils ne se rencontrent pas, ils ne tombent pas amoureux. Et s'ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. Zemeckis et Gale sont donc partis et écrivent l'histoire. Au départ, la machine à remonter le temps est un réfrigérateur. Et oui, mais l'idée est abandonnée afin d'éviter que les gosses aillent se planquer dans le frigo des parents. De même, c'est un essai atomique au Nevada qui générait l'énergie qu'il fallait pour envoyer Marty dans les premiers storyboards de l'histoire. L'idée est vite donc abandonnée, mais il est drôle de penser que ces deux idées, le réfrigérateur et l'explosion atomique, seront repris dans le non fameux Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal de Steven Spielberg. Spielberg, lui, c'est une usine à gaz, production à l'époque avec une multitude de talents à sa disposition. Les Goonies de Richard Donner sortira la même année comme Le secret de la pyramide de Barry Levinson. Jennifer Parker a appelé 2 fois. Elle ne me plaît pas. Une jeune fille qui téléphone à un garçon n'est pas une fille comme il faut. Il va attendre le script final des deux hommes, une histoire étonnante qui, sans le talent et le savoir-faire des techniciens et acteurs, aurait pu vite devenir une ode à tout ce que le cinéma américain a de pire. En effet, peu de risques dans l'histoire et réalisé avec une perfection rare heureusement, sage comme tout, le film ne provoque aucune réaction négative d'aucune association américaine à l'époque. Et encore maintenant, aucun paradoxe temporel, ce qui est rare sur le sujet, c'est souvent raté, et où tous les risques sont complètement aseptisés comme la relation mère-fils qui aurait pu tourner aux salles. Où est mon pantalon? Je l'ai mis là, sur mon journal intime. Le premier acteur est gentiment dégagé, j'y vais y revenir, et un Michael J. Fox déjà adoré par tout le monde le remplace. Si l'on y regarde de plus près, Retour vers le futur nous parle d'idées, ma foi, toutes républicaines et assez bourgeoises, dont un final très étonnant qui va dans ce sens. Il vaut mieux vivre riche et heureux. Ah oui. Tu parles si ça va. Il va même inspirer la musique noire par un solo de guitare joué par un blanc et réécrire l'histoire de manière très américaine, voire même dézinguer du libyen. Alors ce paragraphe souligne des idées complètement détestées et satiriques, mais ici, et c'est cela le plus fort, c'est justement le rythme, la perfection de ce rêve cinématographique où un producteur en état de grâce va nous montrer comment aligner les étoiles et vous taper droit au cœur, dont l'effet désiré est de nous ouvrir le cœur justement sur des personnages si bien écrits aux répliques tellement absolues que l'on oublie le reste, on est happé, les histoires sont bien écrites et les personnages, on en tombe amoureux. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Gale et Zemeckis vont donc décider d'emblée de faire de leur histoire quelque chose de positif pour ne pas être comparés aux films sur les retours dans le temps qui ont souvent comme conclusion qu'il ne faut pas modifier le passé. Ils tiennent à localiser leur script et personnages sur une seule ville, mais permettent donc aux héros d'inventer le rock'n'roll, le skateboard, comme une sorte de licence poétique pour les deux auteurs. Je te le rends tout de suite, d'accord? Oh ça alors, regarde un peu ce qu'il fait. La machine aussi a son importance, et le génial inventeur de celle-ci, Doc Brown, qui pense que tant qu'à construire une machine, autant qu'elle ait de la gueule, est juste une idée magnifique.
Up the Line, ou les temps parallèles de Robert Silverberg sur les paradoxes du voyage temporel, va donc grandement influencer Bob Gale, qui va servir à la fin du film notamment. En 1981, l'histoire est finie, mais à part quelques changements mineurs, ce n'est que 3 ans après que le film se fera, plusieurs majors ayant rejeté l'idée et qui doivent aujourd'hui s'en mordre les appendices, quels qu'ils soient. Qu'est-ce qu'il fiche, merde? Merde. Merde, merde. Le film est trouvé trop sage, on les envoie souvent chez Disney, et c'est la sortie de E.T. De Steven qui changera la donne. Zemeckis, lui, est en train de travailler sur une adaptation du Shadow et a failli réaliser Cocoon. Mais le succès de son film précédent, À la poursuite de Diamant Vert, impressionnant, va plus que convaincre, le rendre bankable, et tous les studios veulent son retour au le futur. Mais les deux hommes du coup vont retourner chez l'homme qui leur a donné leur première chance, Steven Spielberg. Le tournage va commencer et les ennuis aussi. Et là, c'est le problème. Eric Stoltz, l'acteur principal, engagé avec Aimer tout le monde avec le masque de Peter Bogdanovich, mais a beau être un excellent acteur, il est jugé trop sérieux, pas assez amblin, pas sur la même longueur d'onde en quelque sorte. Il était en lice avec C. Thomas Howell à l'époque. L'acteur est bon, mais trop intense, et la dimension et la profondeur du personnage ne correspondent pas du tout à la légèreté que veulent les créateurs sur Marty. Stoltz jouera dans de nombreux films, comme La vie à l'envers de Howard Hutch, produit par John Hughes, Cœur de lion de Franklin J. Schnaffer, La mouche 2 de Chris Wallace, Le Killing Zoe de Roger Avary, Pulp Fiction de Cutie, et tant d'autres, jusqu'à créer même les Cylons dans la série Caprica. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si je rendais mes comptes rendus avec ton écriture? Mais je me ferais virer. 4 semaines de tournage avec Eric Stoltz et la décision va être prise, c'est une erreur de casting, ils repartent à zéro pour la modique somme de 3 millions de dollars. Tout va souvent être tourné de nuit et pour cause, avec une impression de déjà-vu doux amer pour l'équipe, puisqu'il faut recommencer ce qui avait été fait, et le film va être même quand même fini dans les temps. Christopher Lloyd en est le premier affecté, puisqu'il doit non seulement rejouer ses scènes avec Michael J. Fox, mais en plus de nuit, puisque celui-ci est pris sur les tournages de jour. La scène de la grande horloge à la fin vont garder les plans tournés de Lloyd avec Eric Stoltz, puisque les deux personnages ne sont pas ensemble sur la scène, et Fox va donc retourner, lui, ses scènes, pour les siennes en tout cas, ne parlant à personne. I'm so alone, don't have nobody to call my own. Laurence Jepol n'est pas un manche niveau décoration et c'est lui qui a travaillé sur le Hill Valley et l'a faire passer de 1985 aux années 50. Blade Runner de Ridley Scott, Predator 2 de Stephen Hawking ou le Los Angeles 2013 de John Carpenter, rappelez-vous que j'ai parlé de ces deux derniers, font partie de sa filmographie. Il va avec son équipe reconvertir une grosse partie du studio Universal en place déserte de la ville, qui est la même d'ailleurs que celle du Gremlins de Joe Dante, si vous vous en rappelez. Absolument sublime. Il lit abondamment des numéros de Life Magazine et de Look pour s'imprégner de l'époque et de son style particulier. Les véhicules vont aider beaucoup à l'immersion puisqu'elles sont toutes authentiques. Un grand nombre de figurants est utilisé, dans les 150 à peu près, que la costumière Deborah Scott va habiller. Elle va travailler sur des films allant de Légende d'automne d'Edward Zwick au hit de Michael Mann en passant par Titanic de James Cameron, c'est pas rien. Mais c'est McFly! Mais qu'est-ce que tu fous ici? En directeur de la photographie, c'est le brillant Dean Cundey, spécialiste des images lumineuses et superbes, qui va travailler avec John Carpenter sur Halloween 1, 2, 3, Fog, New York 1997, The Thing, Jack Burton, et À la poursuite du diamant vert, Roger Rabbit et les suites de Retour vers le futur pour Zemeckis, le Roadhouse de Roddy Harrington ou le premier Jurassic Park de Spielberg. Non, Biff, on ne me la fait pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'allais commencer à passer la seconde couche. Qui dit remonter dans le temps dit vieillissement ou rajeunissement des personnages, et c'est Kane Chase qui, des Mystères de l'Ouest à Jeremiah Johnson, en passant encore une fois par New York 1997, Looker ou The Thing, Jack Burton, Golden Child ou Roger Rabbit, et plein d'autres, qui n'a rien à prouver et qui va donc officier ici. C'est lui qui va donc avoir la tâche difficile de vieillir le casting, notamment les trois principaux, et qui vont passer d'à peu près 17 à 47 ans, à quelques années près. Oh non, c'était pas ça, c'était la féerie dansante des sirènes. Notre premier rendez-vous.
Prothèses et mousse en latex couvriront les visages sans laisser un centimètre de peau libre, tout en faisant en sorte que l'on reconnaisse les acteurs. Un vrai challenge réussi. Pendant ce temps, des spécialistes, eux, vont travailler sur l'élément le plus important du film, la fameuse machine à remonter dans le temps, la DeLorean. La voiture devait ressembler à une voiture bricolée dans un garage et en même temps héberger un réacteur nucléaire. C'est encore le grand Ron Cobb que les fans de grands films ici connaissent bien, associé avec Andy Probert, au créateur et décorateur, et bien sûr Mike Sheff, en responsable de la construction de l'engin que la machine prend vie. Kevin Pike, directeur des effets spéciaux, et son équipe vont après décorer les 3 modèles de tuyères qui crachent de la fumée par derrière et en faire cet engin futuriste. C'est une DeLorean DMC-12 qui est utilisée pour son design futuriste de l'époque et surtout ses portes qui s'ouvrent comme des ailes papillons. C'est ILM qui va s'occuper des quelques effets optiques du film, seulement 32. La tempête, bien sûr, avec ses éclairs pour le final, les traces laissées par la DeLorean quand elle part dans le futur, par exemple, ou qu'elle revient du passé. Zemeckis veut le plus bel éclair du cinéma pour la scène de l'horloge. Elle va frapper une maquette de la voiture absolument indétectable. Un travail, encore une fois, de fourmi absolument parfait. Finalement, l'effet qui coûtera $10 000 pour quelques secondes est celui où la main de Marty disparaît pendant qu'il joue de la guitare. Bien sûr, ils vont s'occuper aussi de la fameuse séquence finale, la DeLorean volante qui va bluffer tout le monde. Reste qu'avec ce film, Robert Zemeckis s'impose comme un perfectionniste et va le prouver sur le reste de sa carrière. 19 millions de dollars, Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Steven Spielberg respirent. Le film cartonne dans le monde et va bien sûr exploser en plus en vidéo. Et aux États-Unis, en fin d'exploitation, il est à 210 609 000 dollars, plus 170 millions à travers le monde, soit un total de 381 millions et des poussières, avec en France 3 457 000 entrées, un joli succès. Hé, connard, tire tes sales paluches de là ou je vais me... Notons aussi une superbe affiche du géant des affiches Drew Struzan dans les années 80, qui a un talent mais indéniable comme sur les affiches des Aventuriers de l'Arche perdue, E.T., Indiana Jones et le Temple maudit, Hook de Steven Spielberg, The Thing, Jack Burton de John Carpenter, le Rambo de Ted Kotcheff ou les Goonies de Richard Donner. Beaucoup d'essais d'affiches seront créés pour Retour au futur, avant d'avoir la fameuse affiche finale qui se déclinera sur les 2e et 3e volets. Quoi? Mais attendez, doucement, Doc. Est-ce que vous essayez de me dire que ma mère... que j'aurais un ticket avec ma mère? Michael J. Fox, à l'époque, joue dans des téléfilms et des petits rôles. Il a débuté à 15 ans. Il va jouer dans une série télévisée, Family Ties, ou Sacrée Famille en français, ce qui va déclencher le coup de téléphone que va lui passer Robert Zemeckis pour des essais entre 2 épisodes de la série. Très bien, Morpion. Cette fois, je Vise un peu, Biff. Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant 3 mois, Fox va alterner la série et le film, tourné de jour donc Family Ties, et de nuit le film Retour le futur, de plateau en plateau, un défi épuisant mais relevé haut la main. Le fait de travailler de la sorte, à 100 à l'heure, va lui donner une énergie sans pareille et commune avec le réalisateur Robert Zemeckis. Il remplace donc au pied levé Eric Stoltz et ne regardera pas les rushs pour ne pas être influencé. Pour le réalisateur, Michael J. Fox est le pivot du film, celui sur lequel les spectateurs vont s'identifier. Il le dit lui-même, il a sauvé le film par son jeu parfaitement maîtrisé, alors que le personnage ne fait que réagir aux événements. Moins drôle pour l'acteur à jouer, qui aimerait faire un petit peu plus le clown, mais va s'impliquer comme jamais. Silence, terrien. Mon nom est Dark Vador. Marty McFly est le héros d'une génération et Michael J. Fox un nom que l'on va retenir. Son premier rôle au cinéma est Teen Wolf de Rod Daniel et il va s'investir dans différents films et genres comme Outrage de Brian De Palma, Doc Hollywood de Michael Caton Jones, Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, une série télé Spin City, Les Feux de la nuit de James Bridge ou Le secret de mon succès de Herbert Ross,
ou encore la manière forte de John Badham. Sur son fabuleux solo de guitare, Michael J. Fox donne tout et reprend les gestes d'Angus Young d'ACDC, dont le Doc Walk de Chuck Berry, que Young adore, est repris ici. Met sa guitare derrière la tête comme Jimi Hendrix. Et comme Van Halen et Steve Hackett tapent sur les cordes, appelée tapping, une technique chère aux deux hommes. En 2016, il va rejouer le morceau avec Coldplay malgré sa maladie. Vous pouvez voir la vidéo entière sur YouTube dans la description. En 1991, sur le tournage de Doc Hollywood, Michael J. Fox s'aperçoit qu'il a des tremblements incontrôlés, bientôt diagnostiqués comme des syndromes de la maladie de Parkinson. Dès lors, sa carrière ralentit un peu et il se contente de nombreux petits rôles. En décembre 1998, il va annoncer publiquement sa maladie dans le magazine American People. Je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Il est dans un documentaire intimiste sur Prime en 2023 qui va sortir le 12 mai et raconte sa vie avec sa maladie. C'est Luc Hamet qui va travailler sur sa voix française, imparable et parfaite. C'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Christopher Lloyd est donc le fameux Doc Brown. Il va obtenir le rôle après que John Lithgow le refuse, indisponible sur le moment. Et c'est le producteur Neil Canton qui avait travaillé avec les deux acteurs sur les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension dont j'ai parlé dans ma vidéo, qui va proposer Christopher Lloyd. L'acteur refuse dans un premier temps, mais c'est sa femme, faut toujours les écouter, qui va le convaincre quand les étoiles s'alignent, nom de Zeus. Nom de Zeus! Il va beaucoup improviser sur le film pour notre plus grand bonheur et va nous donner un habile mélange entre Albert Einstein et le chef d'orchestre Léopold Stokowski, considéré par certains collègues comme Arturo Toscanini, comme fou allié quand ils écoutaient certaines de ses exécutions musicales. Un taxe? Mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? De nombreuses scènes et surtout phrases ultra cultes restent aujourd'hui encore mémorables, et ce grâce, pour chez nous, à un comédien de doublage de renom qui va faire un travail plus que remarquable, comme il le fera aussi par exemple sur le Joker de la série animée Batman, Pierre Athé, absolument incroyable. C'est un grand acteur de série, de films et de théâtre et un comédien de doublage exceptionnel. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts. Christopher Lloyd, lui, a commencé sur Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, pardonnez du peu, Star Trek 3 de Léonard Nimoy en Klingon dont j'avais fait la vidéo, Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis, c'est lui le juge, Une journée de fou de Howard Ziff, La famille Adam et sa suite de Barry Sonnenfeld, ou dernièrement Piranha 3D d'Alexandre Aja, et bien sûr, n'oublions pas, une série que nous n'avons pas vue en France, mais de 1978 à 1983, il jouera à la télévision américaine le rôle du révérend Jim Ignatowski dans la série Taxi. Hier soir, Dark Vador est venu sur Terre de la planète Vulcain et il m'a dit que si je n'invitais pas Lorraine, il ferait fondre ma cervelle. Crispin Glover joue le rôle de George McFly. Le réalisateur a dit qu'il a improvisé une grande partie des manières ringardes de George comme ses mains tremblantes. Zemeckis plaisante en disant qu'il jetait sans cesse un filet sur Crispin parce qu'il était complètement éteint environ 50% du temps dans son interprétation du personnage. À la suite d'un désaccord sur les contrats, Glover fut remplacé par Jeffrey Weissman pour les 2e et 3e volets, mais dans de nombreuses interviews, Glover dit à maintes reprises ne pas avoir aimé la conclusion du premier film, trop républicaine sur le fond. Non, Biff. Tu vas la laisser tranquille. Très bien, tu l'auras cherché. Il est le fils de l'acteur Bruce Glover, et oui, un des 2 assassins gays du James Bond, les diamants sont éternels, et c'est ici son rôle le plus connu. Il va réclamer $1 million pour revenir sur le second, sachant que cela lui sera refusé. On
a vu l'acteur dans le Vendredi 13 chapitre final, l'épisode 4 de Joseph Zito, Comme un chien enragé de James Foley, Sailor et Lula de David Lynch, Les Doors d'Oliver Stone, Willard de Glenn Morgan, Charlie et ses drôles de dames de McG et jouera Mr. World dans la série American Gods. Là encore, c'est un excellent comédien de doublage, Dominique Collignon-Morin, la voix de Nicolas Cage, de Willem Dafoe, de Kevin Kline, de Dustin Hoffman et bien sûr de Mark Hamill en Luke Skywalker dans les premiers Star Wars, qui fait un travail exceptionnel et qui rend excellemment bien le jeu d'acteur de Crispin Glover. Parce qu'en plus, vous fumez? Marty, j'ai vraiment l'impression d'entendre ma mère. Léa Thompson joue Lauren McFly, la maman de Marty, parfaitement doublée par Céline Monsara, la voix de Julia Roberts, entre autres. Excellente ici, on a pu la voir dans Les Dents de la Mer 3D de Joe Halves, oui je sais, ça arrive, je suis en train de le faire, L'Esprit d'équipe de Michael Chapman, L'Aube rouge de John Milius, Cap sur les étoiles de Harry Winner, le très controversé Howard le canard de Willard Hughes, et oui, produit par George Lucas, où elle s'envoie le canard. Faut que je travaille sur ce film, c'est quand même hallucinant. Et enfin, La vie à l'envers de Howard Hutch, produit par John Hughes, comme je le disais, où elle joue Amanda Jones face à Eric Stoltz, donc le premier Marty. Allô? Allô? Y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Biff Tannen, messieurs dames, y a-t-il au cinéma plus méchant, plus con, plus génial que Biff Tannen? D'accord. Et le temps qu'il me faut pour la recopier. Mais est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si je rendais ma rédaction avec ton écriture? Joué par un Thomas F. Wilson absolument génial en brut de service, le personnage est carrément stratosphérique en version française grâce au talent du très talentueux Richard Darbois qui change encore ici sa voix pour en faire un modèle de bêtise crasse comme on les aime. Mais je serais viré du lycée, moi. Ce serait pas ce que tu cherches à faire, par hasard. Acteur épatant et complètement sous-exploité, il est aussi peintre. Ses toiles sont souvent des reproductions de jouets ou jeux pour enfants et photographe où ses clichés sont exposés au California Museum de la photographie. C'est pas ce que tu veux? Mais enfin, bien sûr que non, Biff, qu'est-ce qui te fait penser des choses pareilles? Tu veux ma photo, banane? On l'a vu dans le Action Jackson de Craig Baxley dont j'ai parlé, Les Princes de la Ville de Taylor Hackford qui jouera dans 6 épisodes de Freaks and Geeks de Paul Feig en coach Ben Fredericks. Tu vas faire comme dans l'infanterie. Tu tires ailleurs. Et reprendra son rôle de Biff Tannen sous différentes formes dans l'épisode 2 et 3 ainsi que l'attraction Universal. Elle veut que tu aies une conduite irréprochable. J'ai l'impression qu'elle a plutôt raté son coup. La jolie Claudia Wells et Jennifer Parker, la petite amie de Marty dans le premier film. Elle sera remplacée par Elizabeth Shue dans les deux autres, indisponible pour être au chevet de sa maman atteinte d'un cancer. Depuis 1991, elle possède et gère un magasin de vêtements de luxe pour hommes dans Studio City appelé Armani Wells. Papa a raison. On a toujours tort de se casser la tête. Mark McClure et Dave McFly, le frère de Marty, et l'acteur est plus connu pour être le Jimmy Olsen des Superman de Christopher Reeves et le Supergirl dans le même univers. Toi, t'es sapé comme un pape aujourd'hui. Pourquoi? Je mets toujours un costume quand je vais au bureau. Il a joué dans le Crazy Day et la grosse magouille de Zemeckis et dernièrement, on lui offre le rôle de Ben Sadowski, un officier de police dans le Justice League de Zack Snyder parce qu'il n'y en a pas d'autre. Je suis pas ton répondeur automatique. Pendant que tu te lamentais sur la voiture, Jennifer Parker a appelé 2 fois. À ses côtés, Wendy Jo Sperber joue Linda, la sœur de Marty. Elle va jouer dans Crazy Day, la grosse magouille, comme McClure de Zemeckis. Ce sont ses premiers rôles et bien sûr le Gris de Randall Kleiser. Elle ne reviendra que dans le 3 étant enceinte pour le second opus. En 1997, les médecins malheureusement lui diagnostiquent un cancer du sein. Après un long traitement, il semble que le cancer ait disparu, mais en 2002, elle annonce qu'il est revenu et qu'il s'est répandu dans son corps. Elle va continuer à travailler pour la télévision et le cinéma avec sa maladie, mais après 8 ans de combat, elle meurt le 29 novembre 2005. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly. Vous êtes un tocard. Vous me rappelez votre père quand il était au lycée. Un vrai tocard, lui aussi. Strickland, le proviseur, vous êtes un tocard McFly, est joué par James Tolkan, doublé aussi par Jean-Paul Tribou, voix de Iceman joué par Val Kilmer dans Top Gun, où Tolkan y joue lui Stinger. Vous êtes un tocard. Vous voulez être un tocard toute votre vie, c'est ça que vous voulez? Non? Il a joué dans Le Serpico et Le Prince de New York de Sidney Lumet, Amityville de Stuart Rosenberg, Le Wolfen de Michael Wadley dont j'ai parlé, le Wargames de John Badham ou Les Maîtres de l'Univers de Gary Goddard. C'est toujours à peu près le même genre de rôle, un petit salopard qui aime bien faire chier les gens qui sont en dessous de lui, mais il est excellent dans le rôle.
En copain de Biff Tannen, nous avons alors quasiment sans dialogue un Casier Simasco en 3D, acteur vu dans Stand By Me de Rob Reiner, Jardin de pierre de Francis Ford Coppola, Young Guns de Christopher Kane ou le capitaine Pat Fraker dans New York Police Blues, et à ses côtés, un jeune Billy Zane dont c'est le premier rôle qui joue Match et que nous reverrons dans Calme Blanc de Philip Noyce, Sniper de Luis Lozza, Tombstone de George Pan Cosmatos et d'autres réalisateurs, Le Fantôme du Bengale de Simon Windsor, où il retrouve d'ailleurs Simasco, et le Titanic de James Cameron en Oakley. En petite apparition, nous avons bien sûr le musicien et chanteur Huey Lewis qui chante la chanson du film, doublé en VF par Hervé Bellon, et qui est le juge de l'audition des groupes du bal avec un mégaphone. Il va écrire donc 2 chansons pour le film, dont le succès Power of Love. Et enfin, Red, le clochard, en 1985 allongé sur un banc, est joué par l'acteur George Buck Flower, habitué au rôle de Clodo dans beaucoup de films et que l'on a vu souvent chez Carpenter dans ce genre de rôle. La musique d'Alan Silvestri n'est pas très illustrée dans le disque vinyle qui sort à l'époque, il faut le dire, avec seulement 2 morceaux. Imaginez la frustration du mélomane que je suis. Beaucoup de chansons, dont le hit de Huey Lewis, Power of Love, bien sûr. Il faudra attendre 2009 pour que le label Intrada sorte enfin un double CD. Alan Silvestri va travailler sur l'intégralité ou presque des films de Robert Zemeckis. On le connaît aussi pour son travail sur Predator de McTiernan et sa suite par Stephen Hawkins, Predator 2, Tribal, Viscéral et Parfaite. Le Abyss de James Cameron et des titres par dizaines. Merci. Merci à toi. Ici, dès les petites notes, on sait exactement où on est et c'est un tournant dans la carrière du compositeur habitué à des partitions plus électroniques. C'est ici une grande partition symphonique, sa première et sa marque de fabrique qui commence clairement là. Orchestration extrêmement cuivrée, percussions et rythmes frisant la perfection, la musique nous apporte le souffle épique des films d'antan de l'aventure extrême et c'était demandé par Steven Spielberg. Son thème principal reste en tête et est connu de tous, triomphant et héroïque à la fois. Une musique dont tout aussi positive que le film, ne négligeant pas les séquences de suspense, comme celle du coup de poing de George ou celle de la main de Marty qui disparaît. Énergique, martial et sombre, c'est un joyau musical, une œuvre qui reste riche et élaborée et dont les sonorités cristallines qui débutent quelques morceaux définissent même le film. Les thèmes seront repris sur le Ready Player One de Steven Spielberg, de triste mémoire. Oui, je sais que certains d'entre vous aiment ce film, mais tant pis. Bruno McFlan Communal en parle aussi très bien dans son livre, dont une anecdote spielbergienne des plus savoureuses. Le lien pour acheter ce livre destiné aux mélomanes cinématographiques est bien sûr dans la description. 2,21 gigawatts. Comment puis-je générer une puissance pareille, monsieur Edison? C'est impossible, je n'y arriverai pas. Samedi dans la nuit, nous te renverrons vers le futur. Alors on peut discuter de l'aspect plutôt réactionnaire que le film procure sur sa fin. Le héros certes réussit à s'en sortir et sauver son ami, mais sa famille entière devient le symbole du grand rêve américain, plusieurs bagnoles, une grande maison et de l'argent. On sait déjà que John Carpenter n'aurait jamais réalisé ce film. Mais ce final a une raison d'être. Si la famille reste comme au début, la fin se doit d'expliquer des changements, alors que là, quelques plans et une exposition rapide expliquent tout, et puis merde, c'est moins moral mais plus jouissif pour le héros, c'est aussi ça l'Amérique, l'espoir. Monsieur McFly! Monsieur McFly! Regardez ce qui vient d'arriver! Oh, bonjour Marty! Ça doit être votre nouveau livre! Retour vers le futur a en lui ce plaisir d'un excellent épisode de la 4e dimension, ce je ne sais quoi où tout fonctionne parfaitement, comme le C'était demain de Nicolas Meyer, habile mélange de fantastique, d'humour, d'aventure et tout ce que l'on aime dans le cinéma. Des livres, des comics, des mangas, des dessins animés, des jouets et de nombreux jeux vidéo seront inspirés de la trilogie. Une attraction universelle sera créée que votre serviteur testera et en ressortira bluffé.
Cette attraction emmenait les visiteurs dans un voyage à travers diverses époques à la poursuite de Biff Tannen. Une comédie musicale verra même le jour en 2020. À l'époque, c'est le nom de Spielberg qui va faire vendre le film, mais il faudra peu de temps à Robert Zemeckis pour se faire connaître. À l'instar de son mentor, il est dommage que malgré une technicité sans pareille, il peine aujourd'hui à émerveiller par les histoires, même si le problème vient peut-être d'un public qui ne sait plus rêver. Retour vers le futur est un film non seulement parfait, mais en plus, contrairement à beaucoup, parle à toutes les générations, de parents aux enfants, qui se repassent le film sans cesse et avec le même plaisir. Ce genre de film est rare au cinéma parce qu'il englobe tout le monde, les fans de genre, les familles. L'adolescence, la famille, le cœur d'une histoire qui parle à tous, et ici c'est grâce aussi à des personnages travaillés comme jamais, habités même quand on voit le Doc, Crispin Glover, Thomas Wilson ou le héros qui nous entraînent et ne sont pas prêts de se faire oublier. On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? Non, Marty. Jennifer et toi, vous êtes des gens très bien. Il s'agit de vos enfants. Ce sera le cas avec une suite prévue dès le final qui nous laisse extatiques. Ambitieux et parfait, c'est pour moi un 8 sur 6, plus que mérité pour la qualité de son histoire, la virtuosité de la mise en scène et la force des personnages interprétés comme jamais, des personnages que l'on aime retrouver, qui font partie de nous, qui font partie de nos vies. Et je pense qu'ils font partie de la vôtre. Je crois qu'on est d'accord. On en parle bien sûr dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Débattons de ce film, même si quand même, je connais très peu de gens qui détestent Retour vers le futur. Et je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner et activer la petite cloche, c'est gratuit. Merci, bye bye.